Bonjour à tous. Donc, merci de nous accorder un petit peu de temps. Donc, je suis Mathieu Somec, directeur de l'entrepreneuriat et de l'innovation à l'École Polytechnique. Certains d'entre vous ont dû visiter le bâtiment que l'école a dédié à l'entrepreneuriat il y a quelques années, juste à côté de ce bâtiment ici. Donc, on est réunis ce soir pour vous présenter trois startups qui matérialisent bien le fait qu'aujourd'hui à l'école, l'entrepreneuriat est un lien assez fort entre l'enseignement et l'entreprise. Et donc on a pensé que ces trois startups, elles illustrent bien tout ça. En fait, les trois startups, je pense ne pas me tromper en disant que tous les trois, vous avez créé votre activité en fin de cursus ici à l'école. Et donc, comme je sais que le temps nous est compté, je vais leur passer la parole à tour de rôle. Je pense que pour les autres, on va s'asseoir et on va commencer par Quentin, qui a monté la startup Rhythm, et je vais le laisser vous présenter son activité. C'est un classique. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la boîte qu'on a montée en 3e année à l'IX avec Hugo, qui est mon associé, qui s'appelle Rhythm et qui travaille sur le sommeil. Donc on a commencé à deux il y a 3 ans maintenant, avec l'idée de pouvoir récupérer les connaissances qui existaient en neurosciences sur le sommeil et les rendre accessibles au plus grand nombre par le biais de technologies. Donc aujourd'hui, l'équipe est composée d'environ 70 ingénieurs, enfin 70 personnes, essentiellement des ingénieurs, qui travaillent avec des compétences assez pluridisciplinaires. On a des personnes qui vont faire de l'électronique, des matériaux, de la physique, de la chimie, des neurosciences, du traitement de données, des serveurs, etc. Et on retrouve vraiment cette pluridisciplinarité dans les neurosciences, qui est un domaine scientifique qui peut être abordé de beaucoup de manières différentes. On a du coup aussi poussé beaucoup de partenariats, que ce soit autour de notre board scientifique, où aujourd'hui le directeur de notre board scientifique, c'est Emmanuel Mignot, qui est le président du Stanford Sleep Center. Et on a des partenariats avec une vingtaine de laboratoires en Europe et aux États-Unis sur les thématiques du sommeil et des neurosciences. Alors le sommeil, ça peut paraître un peu annexe, voire pour certains une perte de temps. Pourtant, environ un tiers de la population souffre de problèmes de sommeil. C'est un chiffre qui est assez large et qui englobe beaucoup de choses. Et c'est un sujet qui concerne de plus en plus de monde. Aujourd'hui, aux États-Unis, on considère que le mauvais sommeil coûte 411 milliards de dollars par an, en coûts directs et indirects. Pour une comparaison, c'est plus que le budget de la France. Donc ça correspond à un coût social très fort qu'on retrouve en fait à cause des maladies engendrées par un mauvais sommeil, de la perte de productivité, du risque de dépression, etc. Et aujourd'hui, quand on regarde les solutions pour aider au sommeil, on a d'un côté des solutions qui vont être très grand public, donc ça va être des trackers d'activité assez simples, qui ont globalement une précision assez mauvaise et qui offrent une valeur assez faible, et de l'autre côté des solutions médicales qui finalement sont assez compliquées, parfois assez éloignées des utilisateurs, et pour les somnifères, qui en France on est 10% à en consommer, ont des effets secondaires importants. Bon, ça c'est deux graphes qui montrent on va dire l'échec des solutions grand public traditionnelles pour traiter le sommeil. À droite, c'est le cours de Fitbit qui a été divisé par 10 au cours des 2 dernières années. Et Jawbone, en fait, qui sont morts depuis. Les slides ont quelques mois de délai. La raison principale, c'est encore une fois que ces trackers d'activité vont être capables de mesurer, mais pas forcément d'apporter une vraie solution aux personnes. Donc, on cherche, nous, à développer des choses qui vont être à la frontière entre le grand public, faire des choses qui vont être le plus faciles à utiliser possible, et le médical, avec un sérieux médical, avec des essais cliniques, avec des publications. Qui apportent des vraies solutions pour les problèmes de sommeil. Donc, très rapidement, ça c'est ce qu'on appelle un hypnogramme, c'est les différents cycles de sommeil au cours de la nuit. C'est une nuit qui fait à peu près 8 heures, et on commence en fait avec un état éveillé, on arrive dans du sommeil un peu plus léger, plus profond, puis on remonte, ça fait un premier cycle. Léger, profond, léger, rêve, etc. Le sommeil profond est plus en début de nuit, le sommeil paradoxal plus en fin de nuit. Et en fait, chaque phase de sommeil va avoir des mécanismes à la fois cérébraux et physiologiques particuliers. La première chose qu'on fait, les premiers travaux sur lesquels on s'est appuyé, c'est sur la stimulation du sommeil profond. C'est-à-dire que c'est des travaux qui avaient été publiés quelques semaines avant qu'on commence. On a travaillé avec l'équipe de recherche qui a travaillé dessus. En fait, on arrive en envoyant des stimulations audio synchronisées sur l'électroencéphalogramme, particulièrement synchronisées sur les ondes lentes, à amplifier les ondes lentes qui sont le pattern dominant du sommeil profond. Et donc, on a repris ces travaux de recherche qui a réussi à augmenter la durée du sommeil profond, et on en a fait un produit qui est capable de répliquer ce qui se fait en laboratoire pour augmenter cette durée de sommeil profond.
on arrive à avoir du sommeil qui est plus réparateur et surtout on arrive à limiter le nombre de réveils nocturnes, c'est-à-dire qu'en induisant du sommeil profond, on arrive à stabiliser le sommeil. Donc ça, c'est les premiers travaux qu'on a fait. On a cherché après à rechercher dans les littératures scientifiques tout ce qui existait, à pouvoir l'implémenter sur un dispositif. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, donc je peux en parler, mais on a des aides à l'endormissement. On arrive à diminuer par plus de 2 la durée d'endormissement d'un insomniaque. Des réveils intelligents, encore du diagnostic automatique de pathologie de sommeil qu'on est en train de développer. Et donc le produit, c'est celui-là, à gauche. Donc c'est un bandeau qui va mesurer l'activité du cerveau avec des capteurs pour électroencéphalogramme à électrode sèche. On mesure aussi le rythme cardiaque, la respiration, les mouvements, la position de la personne. Et on va agir sur le sommeil de la personne en envoyant des stimulations auditives. On va envoyer pour le sommeil profond, c'est des très courts bruits roses synchronisés sur l'EEG. Pour l'endormissement, ça va être d'autres types de sons synchronisés sur l'activité cérébrale, etc., etc. On a une application mobile qui est associée pour pouvoir suivre les évolutions. Bon, je vais passer rapidement dessus, mais voilà. En fait, on arrive avec ce dispositif qui fait un peu moins de 100 grammes, on arrive finalement à avoir une qualité de données qui est à peu près équivalente à ce qu'on a avec un polysomnographe en hôpital. Et on est en train de publier nos résultats qui ont été faits avec l'Hôtel-Dieu sur le sujet. En ajoutant donc les fonctionnalités actives dont j'ai parlé, et aussi une partie qui est importante, c'est la thérapie comportementale et cognitive. On va reproduire les conseils que donne un médecin à un insomniaque. En bas, c'est les différentes évolutions. Donc le deuxième, c'est Mathieu, qui est notre chef des algos, qui est toujours content que je montre cette image. Ensuite, il y a la version bêta du produit, et puis la version de 2017, donc la version actuelle, qui est ici. On a en fait réussi sur ce produit à réunir un certain nombre d'innovations technologiques, mais de meilleurs de résultats state of the art, que ce soit pour l'acquisition de l'électroencéphalogramme sur voie sèche. On a la meilleure corrélation au monde avec des électrodes humides. Pareil pour la classification automatique des phases de sommeil. Pareil, on est au-delà de l'état de l'art sur la classification des phases de sommeil. Et on a le plus petit processeur qui embarque un processeur A7, qui est le processeur de dernière génération aujourd'hui. Bon, ça je vais passer. Ça, c'est les résultats de notre étude clinique qui a duré 1 an. Je vais passer aussi rapidement. Enfin, c'est toutes les métriques qu'on a sur l'efficacité de notre dispositif. Je pensais qu'il y avait d'autres slides. Et donc aujourd'hui, l'enjeu est de continuer avec cette équipe d'ingénieurs pluridisciplinaires et ses avancées en neurosciences, à continuer à avancer sur la compréhension du sommeil, plus généralement avancer sur la compréhension du cerveau aussi. On a 3 thèses CIFRE en interne, donc 3 étudiants qui font des thèses dans des labos partenaires sur des sujets de recherche, et essayer de continuer au fur et à mesure à apporter des innovations pour le sommeil, pour améliorer la vie des gens et directement auprès de la personne, donc toujours entre le grand public et le médical. Donc voilà, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Ça présente très rapidement l'histoire de la boîte entre les premiers jours qu'on commençait il y a 3 ans et puis là où on en est aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Quentin. En fait, les questions, on va laisser parler chacun de nos 3 entrepreneurs et puis on prendra, s'il nous reste un peu de temps, quelques questions par la suite. Donc, merci Quentin et on passe la parole à Laurent qui va nous parler de l'Alilo maintenant. Bonsoir à tous. Je m'appelle Laurent, je suis le cofondateur de l'Alilo. Avec mes 2 associés, nous avons décidé de faire cette école. Au cours de nos études, comme vous aurez pu le constater en vous baladant ici, on est très encouragé à faire de l'entrepreneuriat et on est très poussé vers l'humanisme également. À la fin de nos études, nous nous sommes demandé quel grand challenge nous allions essayer d'aborder. Alors il y avait beaucoup de choix entre le réchauffement climatique, la bioéthique, éventuellement aider les gens à mieux appréhender les nouvelles technologies. Au final, quand on réfléchissait à chacune de ces solutions, on se rendait compte que la meilleure solution long terme pour ces solutions se retrouvait dans l'éducation. Après, en suivant un raisonnement un peu similaire à celui que Monsieur le Ministre faisait plus tôt dans la journée, on s'est rendu compte que c'était en investissant le plus tôt possible qu'on avait les plus grands leviers pour préparer les générations futures aux challenges auxquels ils vont être confrontés.
Alors, comme on n'est pas bien vieux, mais que ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé à l'école primaire, on s'est décidé à aller dans des écoles et faire de l'observation pour essayer de mieux comprendre le problème qu'on essayait d'aborder. On s'est retrouvé dans la classe d'Isabelle, qui était prof de CP, et qui faisait un cours de lecture. Donc elle demandait à des élèves de lire des petites phrases au tableau. Parmi les élèves, il y avait Tania, donc à un moment elle a demandé à Tania de lire une phrase au tableau, et Tania, elle arrivait non seulement pas à lire la phrase, mais même le premier mot qui était une, elle butait dessus. Là où les autres élèves lisaient des petites phrases de temps en temps en butant, mais de manière assez fluide. À la fin de l'heure, on est allé voir Isabelle et on lui a demandé ce qu'elle comptait faire pour aider Tania. Elle nous a répondu « Je ne peux pas sauver tout le monde ». Après avoir pas mal étudié la question, observé d'autres choses, on s'est rendu compte d'une part que Isabelle n'était pas une mauvaise prof, et que ce qu'elle nous disait, c'était pas qu'elle ne voulait pas sauver tout le monde, c'est qu'elle ne pouvait pas. En effet, si elle devait passer quelques heures par jour à aider Tania, elle s'y retrouverait pas. Et puis, bon, vous êtes bien placé pour savoir qu'il n'y a pas que Tania dans la classe, il y a d'autres élèves qui sont en difficulté. Et puis, pourquoi passer plus de temps avec eux qu'avec des élèves qui sont en avance? Finalement, elle n'a pas le temps de passer quelques heures par jour à aider Tania à rattraper le niveau. Pourquoi cette question elle est importante? Parce qu'en fait, Tania, il y a de fortes chances pour que elle se retrouve dans la situation de 20% des élèves qui arrivent en sixième avec un niveau insuffisant en lecture pour suivre une scolarité normale. Le fait est que ce n'est pas qu'elle ne va pas savoir lire, c'est qu'elle va déchiffrer correctement des phrases, mais elle ne va pas réussir à comprendre de façon fine et profonde ce qui est écrit. Du coup, quand on va lui donner des exercices, quand on va lui demander d'apprendre des leçons, il y a une grande partie de ce qu'elle va apprendre qui va lui passer au-dessus de la tête. De fil en aiguille, elle va se retrouver en situation d'échec scolaire, en décrochage, et je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est un problème pour notre société. Évidemment, après ça, on a conclu deux choses. D'une part, c'est qu'on pouvait aider les professeurs des écoles à s'adapter à chacun de leurs élèves et à les aider à apprendre à lire à leur rythme. Et d'autre part, que ces professeurs, on pouvait vraiment les aider. Du coup, on n'était pas les premiers forcément à s'adresser à ce problème. Il y a plein de gens qui le considèrent, des gens très intelligents qui ont réfléchi à la question. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est un problème si difficile? C'est un problème vraiment difficile parce qu'il s'appuie sur trois domaines qu'il faut pousser très loin. Le premier domaine, c'est la pédagogie. Le deuxième domaine, c'est l'intelligence artificielle. Et le troisième domaine, c'est le design. Pourquoi est-ce que c'est compliqué la pédagogie? La pédagogie, c'est compliqué parce que c'est une discipline qui existe depuis des milliers d'années, mais qui aujourd'hui est relativement bouleversée avec des nouvelles découvertes en neurosciences, et sur laquelle on a beaucoup de caractéristiques d'une science assez jeune, avec beaucoup d'incertitudes. C'est compliqué également parce que la pédagogie, elle a rarement été pensée avec le numérique. C'est-à-dire que toutes les solutions qu'on a pensées, on les a généralement pensées avec les outils qu'on avait à disposition et pas avec des nouveaux outils qui arrivent. Et ensuite, c'est une science, une discipline en tout cas, qui n'a pas été modélisée. Et le problème, c'est que pour faire de l'intelligence artificielle avec quelque chose, on a besoin de faire beaucoup de modélisation. Alors pourquoi l'intelligence artificielle, elle est si dure? Bon, d'une part, parce que pour rendre quelque chose intelligent, il nous faut de l'information, il faut récupérer de la data. Et ça n'existe pas aujourd'hui dans l'éducation. Alors on est obligé de développer deux types d'algorithmes. Des premiers algorithmes qui sont a priori, qui sont faits basés sur ce qu'on sait de l'apprentissage de la lecture, et ensuite d'autres algorithmes qui, une fois qu'on a récupéré de l'information grâce à nos premiers algorithmes, vont pouvoir être pertinents et vont pouvoir dépasser l'état de l'art. C'est compliqué, l'intelligence artificielle également, parce que c'est compliqué à évaluer. C'est-à-dire que si je donne deux algorithmes, qui ont tous les deux été pensés avec des pédagogues, comment savoir lequel est le meilleur? Eh bien, la vraie réponse, c'est que ça prend du temps. Il faut attendre, il faut regarder. Laquelle des deux va donner des résultats meilleurs sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme? Ensuite, c'est compliqué aussi pour une petite raison technique, c'est qu'en fait, on est obligé d'utiliser des modèles dynamiques, parce qu'en même temps qu'on essaye de déterminer quel est le niveau d'un apprenant, cet apprenant est aussi en train d'évoluer. Donc en permanence, on est obligé de rattraper le niveau que l'élève a. Et enfin, il y a un dernier domaine qui est très compliqué et qui est souvent oublié, c'est celui du design. C'est compliqué le design parce qu'une salle de classe, c'est un lieu qui a peu été réfléchi d'un point de vue design. Ce serait une grosse erreur de considérer que c'est des élèves individuels mis les uns à côté des autres. C'est compliqué aussi parce que des salles de classe, il en existe des tas, de sortes, et donc il faut réussir à s'adapter à l'ensemble.
Le problème qu'on a d'un point de vue design aussi avec les professeurs des écoles, c'est qu'il y a une grosse diversité dans les niveaux d'appréhension des outils numériques qu'on propose, qui vont du grand débutant à l'expert. Et on est obligé du coup de faire des choses très intuitives et d'expliquer, de former les gens aux outils qu'on développe. D'un point de vue design, il y a une dernière chose qui est un peu compliquée, c'est qu'on travaille avec des professeurs des écoles, et les professeurs des écoles, ce sont des personnes qui sont très exigeantes. Alors c'est pas du tout un problème, au contraire, on en est ravis, mais c'est des personnes qui vont finalement regarder très en profondeur ce qu'on fait d'un point de vue pédagogique. C'est pour ça qu'on est convaincu qu'aujourd'hui les outils qu'on doit faire doivent être de qualité, et vont regarder quelque chose d'autre, c'est la data. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, la data c'est un truc qu'on associe généralement à quelque chose de dangereux, et donc des professeurs travaillent avec des populations qu'on considère comme sensibles, des élèves, et donc rapprocher quelque chose de dangereux de quelque chose de sensible, ça fait mauvais ménage, au moins dans l'esprit des gens. Du coup, on est obligé de faire un très gros effort d'explicitation, de transparence, pour expliquer vraiment ce qu'on fait. Alors, en considérant ces trois problèmes, on a préparé ce qu'on appelle un assistant pédagogique pour aider les professeurs des écoles. Aujourd'hui, on est 15. On travaille avec des laboratoires sur chacun de ces grands domaines. On a levé de l'argent, on a été financé par un programme d'investissement d'avenir. Et la version qu'on propose commence à être très pertinente. Là, il y a eu la rentrée des classes aux États-Unis et les retours sont vraiment satisfaisants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on cherche à augmenter le nombre d'utilisateurs pour la rentrée à venir. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Alilo est gratuit pour les 2 premiers professeurs des écoles dans un établissement et le restera. Donc si vous connaissez des professeurs des écoles, si vous connaissez des gens qui peuvent en trouver, qui sont intéressés pour justement appréhender de nouveaux outils, on est vraiment très intéressés, ce serait très gentil de leur parler de l'Alilo. On cherche également des gens pour nous aider dans chacun des grands domaines dont je vous ai parlé. Donc on vous serait également très reconnaissant si vous avez des mises en relation à faire. Voilà, donc c'était l'Alilo, nous mettons fin à l'illettrisme pour préparer les prochaines générations. Merci beaucoup Laurent. C'est maintenant au tour de Lorraine de venir nous parler de VitaScience. Okay. Bonjour à tous, merci d'être ici et merci à la DEI du coup de nous accueillir et de nous laisser présenter nos projets. Alors je vais vous parler de VitaScience. C'est un projet bien moins abouti pour l'instant que les 2 premières présentations, mais on espère qu'on va arriver à leur hauteur. Donc nous, notre ambition, c'est de redorer l'image des sciences auprès des jeunes et de créer une communauté professeurs, élèves, étudiants autour des sciences. Et également de jouer un rôle dans l'intégration et l'égalité des chances à l'école. Donc le projet, il est né il y a un peu plus d'1 an quand Léo, mon associé dans l'aventure, qui n'est pas là aujourd'hui, a fait un programme de mentorat avec l'association OZ de Super-Héros à Toulouse. Il a été suivi par une professeure de mathématiques à Tournefeuille, Madame Aubérix, et donc il est allé pendant une année scolaire dans une classe pour suivre des élèves. Et au lieu de faire du mentorat classique et superviser des exercices de mathématiques ou de physique-chimie, il a lancé une grande expérience qu'ils ont suivie tout au long de l'année, et c'était la construction d'un ballon solaire. Donc cet atelier a beaucoup plu à tous les élèves, et du coup il s'est dit qu'il fallait vraiment que d'autres classes puissent avoir accès à ce type d'atelier. Et donc c'est là que VitaScience est né. Avec l'aide de Madame Aubérix, il a créé notre premier kit, le ballon solaire. Le ballon solaire, c'est ce que vous voyez là, c'est une espèce de grosse montgolfière, non, c'est une petite montgolfière à vrai dire, de 4 mètres de diamètre environ, qui s'élève grâce à la chaleur du soleil. On embarque une mini-station météo qui permet de calculer la pollution, l'altitude, la température et la pression, et donc qui permet à la fin de l'expérience d'exploiter des courbes. Vous pouvez également faire des prises de vue aériennes grâce à des trous dans la nacelle, enfin, tout simplement. Donc nous, on fournit tout le matériel nécessaire pour construire ce ballon solaire, et en plus un carnet pédagogique dans lequel on explique aux professeurs tous les points qu'ils peuvent aborder par rapport au programme scolaire en fonction du niveau des élèves, donc de la classe si c'est 5e, 6e, et également du temps dont ils disposent. Après, ils font leur choix entre eux.
Oui, donc j'ai oublié de passer la slide, tout va bien. Alors du coup, ce qu'on souhaite, nous, c'est susciter le goût des sciences. On pense que c'est possible si on arrive à piquer la curiosité et à leur proposer une expérience suffisamment impressionnante pour qu'ils la gardent en mémoire. Mais après, ce goût des sciences, il faut le cultiver. Et c'est là que nous, on a eu l'idée de faire une plateforme Internet où, en fait, les élèves, à la suite des expériences qu'ils ont fait en cours, se rendent sur cette plateforme et peuvent continuer à poser leurs questions, à s'intéresser, à voir ce que les autres classes ont fait, à échanger en fait autour du projet. Et ensuite, à terme, notre objectif de développement, c'est de proposer 2 offres. Donc d'abord des kits pour les professeurs où ils font l'expérience en classe, et ensuite des kits pour les particuliers, plutôt pour les parents d'élèves, comme ça qui leur permettent de continuer à faire des petites expériences chez eux. Et donc notre site sera animé par des défis scientifiques qui permettra de garder tout le monde actif. Et du coup, les kits qu'on vend maintenant, ils vont nous assurer la crédibilité pédagogique et scientifique, car on les teste avec les professeurs et on les développe grâce à eux. Le troisième, ce qui est important pour nous, c'est l'échange étudiant-élève. Et c'est pour ça que pour l'instant, vu que nous, on est encore au début de la démarche entrepreneuriale, on va directement dans les classes. Donc c'est nous qui faisons les interventions avec les professeurs. Mais à terme, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, on puisse proposer ça comme un petit job étudiant. Et donc que ce soit les élèves d'écoles d'ingénieurs ou d'universités qui puissent aller intervenir dans les classes. On pense que ça a vraiment une valeur ajoutée parce que ça propose quelque chose de neuf. Mine de rien, les élèves, quand ils voient quelqu'un qui a quasiment leur âge ou quelqu'un qui vont être bientôt un étudiant, ils sont plus stimulés. Et donc on pense que c'est quelque chose à exploiter. Voilà. Non. Merci. Je veux juste en profiter pour dire du coup que je sais que ce salon, il ne s'adresse pas forcément à des professeurs de matière scientifique, mais ce serait dommage de ne pas vous demander d'en parler autour de vous. Et si jamais ils veulent participer au projet VitaScience, ils peuvent nous contacter. Il n'y a pas de souci, on est très facilement trouvable sur Internet. Merci beaucoup. Merci à tous les 3. Je crois qu'on a quelques minutes pour prendre quelques questions. Donc si vous avez des questions à leur poser sur leur projet, sur leur parcours, sur leur démarche, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a quelques micros qui circulent dans la salle. Donc les questions sont les bienvenues. Bon, j'ai eu la chance juste 2 jours avant de venir ici de découvrir le rythme et la société Sleep. Donc ce prototype qui permet d'améliorer le sommeil profond. Et c'est vrai que la présentation était un peu sommaire, mais franchement c'est un produit d'une énorme qualité parce que les profs ils sont soumis souvent au stress, à la fatigue, ils ont du mal à dormir. Et quand ils dorment mal, donc leur sommeil profond n'est pas très réparateur souvent. Donc du coup, ce produit, quand je l'ai découvert, je ne savais pas du tout que j'allais rencontrer en personne les personnes qui l'ont créé, donc je suis ravi. Et il faut dire que c'est vraiment un produit prometteur, puisque, alors vous ne faites pas allusion du tout au fait qu'il est en pré-commercialisation, à un prix très très symbolique, alors que vous auriez pu le faire. Vous êtes notre meilleur vendeur. Pardon ? Vous êtes notre meilleur vendeur. Eh bien, écoutez, franchement, si je peux faire ça, ça serait avec plaisir. Voilà. Donc, c'est un produit qui... Vous savez que lorsqu'on a des problèmes de sommeil, on a des problèmes, souvent, de diabète, on a des problèmes cardiovasculaires, on a tout un tas de problèmes qui sont la conséquence d'un mauvais sommeil. Donc, si on peut, en amont, favoriser un sommeil réparateur et qui évite les problèmes de santé, ça va permettre une économie extraordinaire à la sécurité sociale, ça va permettre donc un bien-être collectif de toute une population, ça va réduire la consommation des médicaments un peu qui sont invasifs, donc c'est que du bonheur. Voilà. Et donc
je vais commander votre produit incessamment sous peu. Voilà. Ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Une autre question ici, madame. Oui, ben, j'avoue que monsieur effectivement a partiellement répondu parce que ma question était effectivement sur est-ce que votre produit est commercialisé? Si oui, auprès de qui et via quel canal? Et ce qui m'intéressait aussi, c'était le coût de l'investissement donc global. Oui, voilà. c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc on a commercialisé une version bêta du produit il y a un peu plus d'un an, en juin l'année dernière. Et on a sélectionné sur 8000 inscrits, 500 personnes pour participer au programme. Là, on a la version 2, donc la version que j'ai montrée qui est en précommande aujourd'hui, qui sera disponible début octobre. Le prix est pour l'instant de 400 € en précommande, ça devrait être 500 plus tard. Sachant qu'on essaye aussi, notamment parce qu'on fait faire des économies au système de santé, d'avoir des remboursements au moins partiels par des mutuelles. C'est plus facile aux États-Unis qu'en France, mais on devrait y arriver aussi en France. Merci. Une question tout là-haut. Oui, merci. Un grand merci pour ces témoignages. Alors, je ne suis ni entrepreneur ni enseignant, mais j'ai la chance de faire un métier de journaliste qui me permet de côtoyer et des entrepreneurs et des enseignants. Et je fais le constat que l'innovation n'est pas l'apanage des start-upers, que l'innovation existe aussi dans l'enceinte des lycées. Et d'où ma question, qu'est-ce que vous suggériez pour enrôler davantage les établissements scolaires dans les écosystèmes d'innovation? Il me semble que ce sont souvent les grands oubliés. Et si vous m'y autorisez, j'ai une autre question, parce qu'en vous écoutant, me revenait en mémoire l'entretien que le fondateur de Blablacar avait accordé à je ne sais plus quel journal, et dans lequel il disait, à ma grande surprise, que l'une des personnes qui l'avait plus marqué dans sa vie, et peut-être un peu déterminé dans sa dynamique entrepreneuriale, c'était un professeur de terminale, un professeur de latin. Est-ce que vous avez dans votre fort intérieur le souvenir d'un prof de terminale ou de lycée qui vous aura peut-être pour déterminer dans vos démarches entrepreneuriales respectives? Pour ce qui est de la première partie de la question, donc sur inclure les professeurs dans une démarche d'innovation, donc déjà, Monsieur le Ministre insistait plutôt en expliquant que c'était effectivement un des focus de son mandat. Et je pense effectivement que c'est une très bonne chose. Et finalement, je ne fais pas le même constat. Je trouve qu'il y a effectivement beaucoup d'innovations dans les salles de classe. Et quand elles sont intéressantes, elles sont portées. Après, il y a une deuxième question qui est effectivement comment réussir à faire monter en puissance les innovations qui viennent du terrain, qui est effectivement assez complexe. Et je pense que la question est beaucoup plus politique qu'autre chose. Et donc, je me sens pas du tout à ma place pour y répondre. Je suis pas sûr que ce soit le bon endroit pour y répondre. Ensuite, il y a d'autres façons de considérer la même question. Ce qui est compliqué, c'est que, comme j'ai essayé de l'expliquer, les innovations dans l'enseignement, elles s'appuient aujourd'hui sur des disciplines assez variées. C'est-à-dire qu'il y a la question du cœur de métier, de la pédagogie, parfois jusqu'à la spécificité d'un enseignement particulier. Il y a d'autres questions qui viennent au-delà de ça, donc du design, du développement, de l'intelligence artificielle, plein d'autres choses. C'est compliqué. Ce qu'il faudrait mettre en place, c'est des moyens pour les innovations terrain de réussir à être accompagnés par d'autres domaines. Je pense que c'est ça un peu l'isolement qui a lieu. L'autre façon de voir les choses, c'est également, mais ça pour le coup, la plupart des entrepreneurs ont vraiment ce sentiment-là, c'est que quand on est entrepreneur, il faut partir du terrain pour réussir à faire des choses. Et bon, on en a un exemple, mais la plupart des entreprises qui se lancent aujourd'hui ont vraiment cette conscience qu'on a besoin de commencer même très tôt, c'est-à-dire on a une idée, première semaine, on va voir des profs, on leur dit qu'est-ce que vous en pensez. Deuxième semaine, on découpe des feuilles de papier, on essaye de faire le truc, et ensuite on se dit peut-être que ça vaut le coup de développer quelque chose ou d'avancer. Mais vraiment le retour du terrain est vraiment est primordial, et l'ensemble des entrepreneurs de France aujourd'hui en ont conscience. Merci. Une autre question, monsieur? Oui, moi j'avais deux questions pour l'intervenant numéro 2. Sur le traitement, c'est ici. Ouais. Vous le traitez,
vous avez des utilisateurs d'IME, tout ce qui est institut médico-éducatif, où ils peuvent l'utiliser? On ne travaille pas avec, et on serait ravi de travailler avec ce genre de personnes. Faut dire que oui, enfin non, aujourd'hui c'est pas ce qu'on fait, et on en serait ravi. On est beaucoup plus sur le terrain et sur des écoles primaires assez variées sur l'ensemble du territoire français de types différents. Et on travaille assez peu comme ça, mais je serais ravi d'en discuter. D'accord. Et moi j'avais une question pour le premier, mais alors du point de vue organisationnel de votre structure, comment est structurée votre organisation? C'est-à-dire globalement, quelles sont vos lignes hiérarchiques, combien vous êtes, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des gens, des supports à votre action, ou est-ce que c'est vous qui faites tout de A à Z? J'en serais bien incapable. C'est un gros sujet, hein, surtout pour une équipe qui a grossi. Les organisations qu'on donne sont toujours obsolètes au bout de 6 mois. Donc il y a toujours une question de comment est-ce qu'avec une équipe qui grossit, on arrive à maintenir les gens engagés, les gens qui ont envie de travailler, et une bonne ambiance, et puis aussi une ambiance productive. Donc moi je suis directeur scientifique de la boîte. Mon associé Hugo est CEO, président, directeur général. Et pour l'organisation, donc on a, alors plus simple, à l'extérieur de la boîte, on a un conseil scientifique, un conseil stratégique qu'on consulte régulièrement, qui nous donne des conseils sur l'orientation. Ensuite, moi je m'occupe des projets de recherche long terme. Donc, je vais m'occuper des capteurs pour mesurer l'électroencéphalogramme, de la stimulation de sommeil profond, de l'état d'endormissement, de l'organisation des essais cliniques et des tests et des itérations sur les tests et les développements. Hugo va s'occuper du marketing et du produit et des levées de fonds, de la finance. Et puis après, on a un chef de la partie hardware, donc électronique, mécanique, design, et un chef de la partie logiciel qui regroupe l'application mobile, le serveur et les algorithmes. Après chacune de ces, donc en dessous du hardware et du software, on a chaque équipe, on a 4-5 équipes dans chacune des branches, qui chacune a un directeur d'équipe. Et non, voilà, ça c'est pour l'organisation hiérarchique. En fait, on a 2 chefs, un chef hard, un chef soft, des équipes en dessous. Et Hugo et moi, on gère de manière plus transverse, moi sur des projets de recherche plus long terme, qui va faire travailler toutes ces équipes, et Hugo, plutôt en gérant le produit, gère aussi toutes ces équipes de manière transverse. Voilà. Après, on a dans les méthodes de travail, on essaye d'avoir une organisation qui est, même si finalement donc il y a des postes assez hiérarchiques, d'avoir quelque chose où globalement tout le monde peut parler à tout le monde, pour essayer de faire remonter les problèmes le plus rapidement possible et essayer de les résoudre. Enfin, ça paraît peut-être un peu confus comme ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir des bonnes personnes dans la boîte est évidemment capital. Le fait de bien les faire travailler ensemble est un enjeu quotidien très important et largement une des premières dépenses de mon temps en interne. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ouais. Merci. On a le temps pour 2 dernières questions. Il y avait une question là-haut. Oui, vas-y. Absolument, d'accord. Bonjour. J'avais une question par rapport à Vita Science, moi. Le projet me parle beaucoup, et je souhaitais en savoir un peu plus la façon dont vous souhaitiez développer le projet. Et est-ce que vous souhaitiez, par exemple, en faire une sorte de plateforme de communication? C'est un peu comme ça que je l'ai perçu, et je voulais justement avoir votre ressenti sur le projet. Alors, je ne sais pas du tout si j'entends ce que vous voulez dire par plateforme de communication. Oui, du coup, c'était à savoir comme quand vous disiez mettre en lien professeurs, étudiants et élèves. Est-ce que, par exemple, vous espérez ou vous pensez, par exemple, aussi l'élargir aux chercheurs, ou quelque chose qui mette en lien le monde scientifique quelque part? C'est une bonne idée. Nous, pour l'instant, ce qu'on envisageait, c'était que tous les étudiants qui aient intervenu en classe aient un profil, en fait, sur notre site, et que du coup, on offre un trombinoscope à tous les élèves qui ont participé aux activités avec leurs professeurs, et comme ça, quand ils viennent sur le site, ils peuvent regarder le trombinoscope, il y a la mini-biographie qui s'affiche pour les étudiants, et ils peuvent contacter, donc par mail, entre guillemets, ce sera un mail que les étudiants recevront, et ensuite, s'ils veulent répondre, ce qu'on espère, ils répondront. Voilà. Donc comme ça, les élèves pourront contacter et les professeurs, et surtout les étudiants, pour qu'ils puissent se faire aiguiller.
Ça, c'est la première version qu'on a imaginée, en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Et pour le projet en lui-même, là, on a un kit. On compte en développer 4 dans les 24 prochains mois pour pouvoir proposer plus de choses aux professeurs. Pour l'instant, il y a une vingtaine de classes qui ont essayé nos kits. À chaque fois, ça a super bien marché. Donc là, on espère vraiment que les prochaines étapes, ce sera réussir à envoyer des étudiants qui ne soient pas ou nos amis, parce que pour l'instant, c'est un peu ça, ou nous-mêmes, dans les classes. Merci. Oui. Concernant le projet numéro 2, donc je crois que la question est pour Quentin, quelle est la vraie valeur ajoutée de votre projet en termes de résultats concrets par rapport à la problématique que vous aviez exposée, notamment des problématiques de lecture? Merci. Eh bien, pour dire les choses, rien. Concrètement, on est en train d'essayer de construire le projet. On a des résultats en interne. Rien justement sur le long terme. Ce que j'explique, c'est que la pédagogie, c'est quelque chose qui s'évalue sur du long terme. Donc là, on a 1 an de données à analyser. C'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Concrètement, on a un assistant pédagogique qui cherche à aider les professeurs des écoles. Pour le moment, le focus qu'on a mis, c'est détecter des lacunes chez certains élèves. On applique une méthode qu'on appelle systématique, c'est-à-dire qu'on cherche à être sûr que tous les élèves maîtrisent vraiment tous les éléments dont ils ont besoin. On ne peut pas considérer que, je prends un exemple très, très trivial, mais on ne peut pas considérer qu'un élève, parce qu'il connaît 25 lettres de l'alphabet, connaît la 26e. Et le problème, c'est que dans une salle de classe, la lettre qui n'est pas connue, c'est jamais la même pour tous les élèves. Donc le focus qu'on a mis pour le moment, c'est sur de la détection de difficultés, et on cherche à proposer des exercices qui sont vraiment adaptés à ces difficultés-là pour les corriger. Ce qui permet en fait de continuer à avoir une vie de classe avec des cours qui sont donnés à l'ensemble des élèves, mais d'être sûr qu'on récupère vraiment tout le monde. Concrètement, aujourd'hui, un professeur qui veut utiliser la Lilo, et il y en a quelques dizaines, ils utilisent la Lilo 20 minutes par jour pour combler ces lacunes-là. Donc ça, on peut le faire. En termes de résultats, je ne sais pas ce que vous entendez par résultat. C'est pour ça que ma réponse était on va voir. Mais justement, on est dans cette démarche et c'est là-dessus qu'on a besoin d'être. Il faut du temps, c'est pas facile. Et on a justement envie d'essayer de faire les choses bien parce que il y a d'autres personnes qui ont essayé avant nous. Il vaut mieux prendre du temps. Ce qui n'est pas facile quand on est une start-up. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais vous demander de remercier chacun de nos 3 intervenants. Et puis nous, on vous remercie de nous avoir accordé ces 45 minutes d'attention, d'avoir écouté leur projet. Et donc merci à toute l'équipe d'organisation de nous avoir invités à vous présenter ces 3 projets qui, encore une fois, je pense, illustrent bien la dynamique entrepreneuriale en cours, ici à l'École Polytechnique, c'est sûr, mais je pense plus généralement à l'échelle de notre pays. Merci beaucoup. Bravo.